Bonjour, Bonjour, salut Ngolène, salut Go. Voilà. salut Alexis. Bienvenue dans ce podcast, qui est un podcast j'ai cherché une introduction à faire pour cet épisode, et je me disais que les gens que je rencontre, ils sont souvent amenés par des suggestions des gens que j'ai déjà rencontrés. Et donc, de fait, ça fait des espèces de séries. Et dans les séries de personnes, il y a la série des amis de Nina et la série des potes de Jérémy. Voilà. Et après, Margot, Sotia, et toi. Et il y avait justement Margot et Jérémy qui m'avaient dit plusieurs fois, mais tu devrais interviewer, tu devrais inviter Ngolène. Alors, il disait, tu devrais inviter Go. Et j'ai dit Go. Et on s'est un peu écrit, c'était la fin d'année dernière. Et le dernier épisode que j'ai fait là, c'était avec une amie qui s'appelle Mazarine, qui travaille qui est CEPIP, donc qui est conseillère d'insertion pour dans les prisons, hein, conseillère pénitentiaire d'insertion. Et je trouvais que ça faisait beaucoup de sens de t'inviter juste après pour parler d'un sujet je trouve qu'il y a du lien avec ça. Parce que tu vas nous dire un peu ce que tu fais. Tu fais plein de choses et tu vas parler de l'accompagnement de personnes. Tu nous diras, tu vas nous en dire un peu plus. Et donc, je t'ai vite recontacté. Je t'ai dit, allez, il faudrait qu'on vraiment se voit. En insistant peut-être un peu, je me suis dit, peut-être j'insiste. Et voilà, on est là, on est dans le bois de Vincennes. Et un endroit que tu aimes bien. Et on va parler de plein de choses. Et juste pour les gens qui ne te connaissent pas, je trouve ça intéressant pour encore rentrer en matière, que tu nous dises, toi, avec tes mots, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'enthousiaste, qu'est-ce qui te donne même un boost d'énergie, qu'est-ce qui t'énergise dans tes projets, et voilà, même la vibration, qu'est-ce que ça évoque pour toi. Voilà. C'est une introduction qui prendra le temps qu'on veut. Très bien. Ouais. Merci Alexis, Voilà. merci de me recevoir dans ton podcast Vibration. Ouais. Et je t'accueille aussi dans mon bois de Vincennes. Il appartient à tout le monde, Ouais. mais comme j'habite pas très loin, l'idée c'était de pouvoir t'accueillir dans un lieu que j'affectionne, Ouais. un lieu naturel, aux portes de Paris, près de chez moi. Et c'est un plaisir de prolonger les épisodes des potes de Jérémy sur la vibration. Ouais. Et pour répondre à ta question, la vibration, ça m'évoque plusieurs choses. Déjà, ça m'évoque les énergies et qu'est-ce qui me vitalise dans mon quotidien, dans ma vie. Et en y réfléchissant, en fait, l'une des choses les plus importantes pour moi dans ma vie et dans le monde, c'est déjà l'énergie d'amour. Ouais. Et je me rends compte que j'aime bien quand ma femme m'encourage le matin par des petits mots, ça me vitalise. Qu'on me dise que voilà, ça va marcher pour ce projet. C'est des petits mots d'encouragement qui sont pour moi des vibrations qui me mettent en mouvement. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup transformé au fil des années par des habitudes, par des rituels que j'appelle vitalisantes. D'accord, ok. Et donc ces rituels, je les ai installés dès le matin. Ouais. Et un jour, j'ai lu un bouquin. À l'époque où je travaillais à Nature et Découverte, dans des magasins un peu bien-être, où on se fait du bien, on écoute des sons de la nature, un peu comme aujourd'hui. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Miracle Morning, qui nous explique la puissance des habitudes du matin. Et pendant plusieurs années, j'ai pratiqué le Miracle Morning, dont j'ai installé une sorte de discipline joyeuse. Avant de lire le livre ? Après avoir lu le livre. Après avoir lu le livre. Et je me souviens des 4 premiers mois où, juste après avoir fini le livre, j'ai jamais eu autant une énergie aussi haute de toute ma vie. De commencer le matin avec ma méditation, de commencer le matin avec une petite marche ici, au bois de Vincennes, sans personne, juste en me connectant au son de la nature. Il n'y a pas encore de voiture. Et ça 2 heures avant, parfois 1h30 avant de travailler. Donc ça me donnait une énergie folle. Et j'ai retrouvé ça là 10 ans plus tard, j'ai repris ces habitudes. Que tu avais un peu laissé tomber. J'avais un peu laissé tomber, donc je me suis dit, bon, il y a eu... Parfois on vit des cycles dans notre vie, et puis il y a des moments où
on a envie de retrouver une certaine discipline. Et moi, bizarrement, c'était l'environnement, le contexte du Nouvel An, du Nouvel An chinois pour moi, d'origine chinoise. Donc je me suis dit, bon, nouvelle habitude, nouvelle discipline. Et en tant que chrétien aussi, j'installe maintenant des prières dès le matin. D'accord. Et ça me permet de me connecter directement en fait, à ce qui est plus grand que moi et sentir que en fait, Dieu va m'aider. Aussi, pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est peut-être la vie, l'univers. Et pour moi, en tant que croyant, c'est Dieu dès le matin. Je sens sa présence et je me dis, je veux lui demander des choses et puis j'espère qu'il sera là pour m'accompagner. Et ça me permet de ne pas être seul déjà dès le matin. C'est très puissant. Et après, je dirais simplement, l'année dernière, je me suis marié et j'avais posé la question à des amis, qu'est-ce qui fait tenir dans le couple? Et ils me disent des projets. Et je me rends compte qu'avoir des projets et des objectifs, quel que soit le projet, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie. Donc des vibrations assez hautes. Et quand tu parles de vibrations, je pense souvent à la dimension de se mettre en mouvement. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie pour avancer. Et ça, c'est l'énergie d'amour, pas seulement au couple, les amitiés, les rencontres. C'est intéressant que tu la mettes dès le début, parce que souvent, elle est là, mais on en parle à la fin. C'est intéressant de le mettre dans l'ordre. Oui. C'est l'énergie, pour moi, l'une des plus puissantes. Peut-être la plus puissante, je ne sais pas s'il y a plus puissant. Et puis les habitudes qui vitalisent, qui me permettent de me recentrer, me connecter aussi à la nature et aux autres. Et puis après, des projets. Là, tu as fait la petite synthèse. Là. Voilà. Tu as un esprit de synthèse incroyable. Je regarde si le micro marche toujours bien. C'est intéressant que tu parles d'amour, parce que c'est un sujet, alors je fais une petite parenthèse, que je sentais que ça serait intéressant d'aborder, mais c'est compliqué d'en parler. Tu vois. Je ne sais pas trop... je ne saurais pas trop en parler là, mais c'est vraiment intéressant que tu en parles, parce que c'est des sujets qui me semblent essentiels, de partir d'un état d'amour, donc sans jugement, ou en tout cas avec bienveillance, etc. Des choses tellement banales quand on les dit comme ça, je ne saurais même pas trop les dire, mais c'est intéressant d'en parler dès le début. Tu vois. Et je rebondis sur ça. Ok, donc les vibrations. Et donc pour parler un peu de ce que tu fais, ça m'intéresserait que, je ne sais pas comment tu peux l'amener, de raconter un peu le cheminement que tu as fait ou ton aventure personnelle pour arriver à travailler dans l'accompagnement. Si tu peux nous raconter le parcours. Le parcours, l'hésitation, ou est-ce que c'est un parcours un peu rectiligne? Est-ce que c'est un espèce de ikigai que tu t'es fait un jour? Tu t'es dit, ça me plaît, ça peut apporter de la valeur au monde, et donc j'essaie de mettre ensemble quelque chose qui peut me permettre de faire cette activité-là. Ou c'est arrivé un peu par hasard? C'est arrivé, je dirais que il y a toujours des prises de conscience dans notre vie, mais il y a des moments qui sont beaucoup plus marquants et qui créent une forme de choc, et qui à un moment, moi, ça a été mon licenciement. Ça a été une épreuve professionnelle qui a fait qu'à un moment, il y a eu une sorte d'effondrement de piliers extérieurs, donc que ce soit le travail, et ça a ouvert en fait des portes. Ça a ouvert des portes, et la porte de l'accompagnement, elle a été construite à partir en fait, d'un vide qui a été créé suite à une épreuve professionnelle. Et donc, j'étais salarié pendant mes premières années, après avoir été diplômé d'école de commerce. Et donc, j'ai exercé pendant près de 12 ans en tant que manager, directeur de magasin, plutôt dans la distribution, dans le commerce. Et en 2020, j'ai vécu un licenciement qui m'a fait réfléchir, qui m'a obligé à m'interroger sur ce que je voulais vraiment, sur ce que je voulais vraiment vivre.
alors que j'avais déjà eu une première introspection dans la vingtaine, autour de 22 ans, pendant mes études où je me disais mais quel est le sens de l'existence, mais pourquoi je suis ici, et ça c'était suite à une rupture amoureuse. Aussi, pareil, voilà. Plus une épreuve personnelle. Et en 2020, l'épreuve professionnelle m'a fait réfléchir sur ce souhait d'avoir une vie que je souhaite. Et donc la vie que je souhaitais, c'est la vie que j'avais déjà imaginée quelques années avant, c'est cette vie d'indépendant, de travailler à mon compte. Et je sentais que j'avais envie de travailler dans un lieu bienveillant. Les jeunes, ils appelleraient aujourd'hui une safe place. Et donc je cherchais une safe place et j'avais intégré, pour ne pas rester seul en tant qu'indépendant, je me suis dit, j'écoute les conseils de mes anciens, ils m'ont dit ne reste pas seul, rejoins des mouvements, rejoins des communautés. Et donc j'ai rejoint une communauté de dirigeants et d'entrepreneurs. D'accord. Et ça, on est en 2020. On est en 2020. D'accord. Et à ce moment-là… Pendant Covid, en fait. Juste après le Covid. Ah, juste après, ouais. Et puis après, j'ai rejoint une communauté de coachs dans l'orientation des jeunes, parce que j'ai senti que c'était, il y avait un appel à ce niveau-là. D'accord. Et un jour, parce que je devais organiser dans le cadre d'un engagement associatif des tables rondes pour un congrès, pour le congrès de ces dirigeants et entrepreneurs, on m'a dit va voir telle personne, c'est une directrice d'un espace de coworking. Et elle pourra devenir une des intervenantes de tes tables rondes. Et ce lieu existe encore, ça s'appelle la Maison Magis. Et c'est un lieu qui accueille à la fois un espace de coworking pour des indépendants et des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et ça accueille aussi une communauté de jeunes et des associations dans l'économie sociale solidaire, dans l'humanitaire. Et c'est là que j'ai découvert l'accompagnement, et plus précisément l'accompagnement au service des personnes exilées, des personnes réfugiées, des demandeurs d'asile, des migrants. Ok, toi tu étais rentré par le biais du coworking et de rencontrer des gens, d'animer des tables rondes, c'est là que tu as découvert ce monde un peu. Oui, et ce monde, je ne le connaissais pas du tout. Moi-même d'origine chinoise, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, mais je ne suis pas né à l'étranger, donc je suis de double culture franco-chinoise. C'est plutôt mes parents qui sont nés au Cambodge, dans un pays qu'ils ont dû quitter par la guerre, et mes grands-parents qui viennent d'un autre pays. Et cette cause-là, de la migration et d'être au service des migrants, elle est venue m'appeler de façon très puissante, parce que je me suis dit, mais aujourd'hui, j'ai fait une grande partie j'ai travaillé 10 ans, je connais bien le milieu du travail, je réfléchis à une autre possibilité, mais pourquoi pas donner de mon temps pour accompagner justement ces personnes en marge de la société, et qui sont d'une certaine façon, qui me renvoient à l'image de mes parents il y a 30-40 ans. Donc c'est comme si j'ai accompagné des personnes potentiellement qui pourraient être mes parents à l'époque. Donc il y avait une dimension de retour à l'envoyeur et de donner à mon tour ce que j'ai reçu. Et ça a vraiment fait sens très rapidement, cet accompagnement. Mais juste pour faire une petite pause à ce moment-là, quand tu rencontres ces personnes, toi, dans ta tête, tu voulais être indépendant, mais tu savais quoi faire Oui, en fait, je me cherchais la première année, comme beaucoup. J'avais besoin d'un espace et d'être accompagné par quelques coachs, quelques mentors. D'accord. En recherche, business ou une activité. Une activité. Tu savais que ça serait de l'accompagnement ou pas? Je savais que je voulais être dans l'enseignement, dans la transmission, dans le domaine de l'éducation, mais je n'avais pas identifié l'accompagnement comme activité centrale. Et c'est avec, je pense, le fait d'être entouré par des mentors, des coachs, qui m'ont aidé en fait à clarifier ma vision. Et je dirais même mon identité, ma nouvelle identité professionnelle. Et aujourd'hui, l'accompagnement des personnes migrantes, l'accompagnement des jeunes dans l'orientation, des cadres en transition qui veulent quitter le salariat, ou des entrepreneurs qui veulent vivre de leur activité. Aujourd'hui, mon accompagnement s'inscrit dans ce cadre-là. Aujourd'hui,
Et c'est clair dans mon esprit et aussi dans ce que je propose. Ouais, et ce parcours-là, juste pour resituer par rapport à Awake, parce que tu as travaillé aussi chez Awake. Oui. C'est là que tu as connu Jérémy, etc., Margot. Oui. Alors, ça s'est fait en parallèle? Oui, les potes de Jérémy qui sont dans le podcast se sont rencontrés tous chez Awake, qui est un collectif de facilitateurs, formateurs en soft skills. Et on s'est rencontrés en mars 2021 en visio, parce qu'on avait quand même encore pas mal de formations et de couvre-feu à cette époque-là. Et physiquement, on s'est rencontrés en août 2021. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai intégré cette activité d'accompagnement des jeunes dans l'orientation pour trouver leur voie à travers la connaissance de soi. Et ça a été vraiment une école de l'accompagnement, à la fois parce qu'on est entouré par une communauté très soutenante de professionnels qui s'embarquent dans une nouvelle activité, avec une mission très puissante, qui est celle d'accompagner les jeunes à mieux se connaître, trouver leur voie. Donc c'est fort. Et aussi avec des outils nouveaux que je découvrais de l'accompagnement. Quand tu parlais de l'ikigai, on a appris beaucoup de choses ensemble. On a appris aussi à découvrir ses valeurs et ses motivations, comme les motivations de Sprenger, le disque, avec les différents profils de comportement autour des 4 couleurs. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous avons appris à accompagner, soit dans une activité d'indépendant à temps plein, ou soit en tant que salarié comme Jérémy, qui dédie un petit peu de son temps en plus pour accompagner les jeunes. Et donc là, actuellement, donc tu travailles en indépendant. Et donc tu parlais, juste pour refaire la transition par rapport au bénévolat et ou même à l'accompagnement des personnes en marge de la société. Parce que tu parlais de migrants, tu parlais peut-être aussi d'autres personnes. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais actuellement? Oui, en fait, ce qui m'a touché en écoutant les différents podcasts, c'est que mon amie Margot parlait aussi de comment ça l'a touché, le fait de rencontrer des personnes en situation de handicap, des personnes porteurs de trisomie ou des détenus qui sont en prison. Et c'est vrai que moi, la cause qui me touche le plus parmi les personnes en marge de la société, ce sont les personnes qui viennent de l'étranger et qui sont en marge parce que administrativement c'est compliqué de s'intégrer en France, il faut du temps, il faut apprendre le français, et puis il y a différents codes pour s'intégrer dans la culture française de manière générale. Et moi, c'est parce que ça vient toucher mon histoire familiale, personnelle. Déjà, c'est une première chose. Et je dirais, ce premier public en marge, je les accompagne à la fois directement parce que je fais de l'accompagnement individuel en tant que bénévole auprès d'une association depuis 5 ans qui s'appelle JRS, Jesuit Refugees Service. C'est une ONG internationale qui est implantée dans 52 pays, 35 antennes en France, et qui accompagne à la fois sur des cours de français, de l'emploi et de leur formation pour trouver un travail, refaire des CV, et aussi de l'hébergement. Et donc, j'ai été engagé sur 2 des 3 pôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accueille une fois par mois des demandeurs d'asile la veille de leur rendez-vous administratif pour l'OFPRA, avant l'obtention ou pas du statut de réfugié, chez moi. Donc ça a été un pas important de mon engagement de bénévole pour traverser cette peur. Tu me disais qu'il y a un pas. Oui, il y a un pas. Et aider, mais à accueillir, c'est... accueillir chez soi, le faire rentrer dans son intimité, ça demandait... devait être traversé quelques peurs. Et aussi, je dédie du temps pour créer des parcours d'orientation que je mets à disposition des bénévoles qui accompagnent, eux, en direct des personnes exilées.
Donc il y a la création de parcours d'orientation. Du coup, j'utilise mon expertise actuelle donc pour le bénévolat. Soit tu es bénévole en fait dans cette association-là, cette ONG, ou soit aussi tu crées du contenu que tu vas donc vendre, j'imagine, à ces ONG qui vont servir à des formateurs ou à des... Oui, exactement. J'essaie de formuler pour bien comprendre. Oui. Ouais. C'est bien. Toi, tu mélanges les deux, le bénévolat et ton action en tant qu'entrepreneur. Oui. Elles sont liées. Oui, exactement. C'est-à-dire que tu dissocies pas. En fait, l'une de mes grandes joies, c'est parfois mes décisions, elles sont pas très rationnelles, mais c'est des choix de cœur. C'est-à-dire que je vends parfois des formations à destination d'autres associations autour de la formation pour les personnes exilées. Et avec JRS, c'est différent parce que ça a été la première asso qui m'a un peu biberonné, qui m'a donné la possibilité d'accompagner. Et aujourd'hui, au regard de leur modèle économique, je me dis leur dédier une demi-journée à peu près par mois pour une association bénévolement, c'est un choix qui ne me pose pas du tout de problème. Donc c'est plutôt du choix économique et des choix de cœur. Et sinon... C'est pour ça que tu parlais d'amour dès le début du podcast. C'est qu'en fait, les choix, ils viennent quand même, ils partent de là. Oui. Et c'est vrai qu'on reparlera après du bénévolat et du sens du bénévolat, mais la gratuité, en fait, pour moi, c'est une énergie qui est puissante aussi. De simplement donner, rien attendre en retour. Et on peut la rajouter dans la liste des trucs qui donnent de l'énergie. Oui, c'est clair. Juste la gratuité. Qu'est-ce qu'on donne en fait aujourd'hui gratuitement Et en fait, quand je dis gratuitement, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous coûte quand même un peu. Moi, je considère par exemple, il y a 2 paramètres qui me coûtent, c'est mon temps et mon argent. Donc si je donne mon temps, c'est quelque chose qui est quand même précieux pour moi, le bénévolat. Et si je donne de l'argent, parfois je fais des dons chaque mois pour l'UNICEF, pour la Haute Commission pour les réfugiés. Donc ça me coûte, mais c'est OK pour moi. Ça rejoint mes valeurs, ça rejoint des causes que je veux défendre. Donc il n'y a pas de... Et puis il y a des moments peut-être que je vais renégocier avec moi-même et je me dis là il faut que je diminue mon temps de bénévolat parce que j'ai besoin de développer mon activité. Et c'est vrai que ces 4-5 dernières années, au tout début quand j'étais indépendant, que je me suis lancé, j'avais beaucoup de temps et donc j'ai dédié, je me souviens, plus de 20-25% de mon temps sur le bénévolat. Et mes proches me disaient, mais tu peux pas dédier autant, il faut que tu lances ton activité, il faut que tu vives de ça. Mais j'avais besoin de me nourrir. Et le bénévolat, ça me donnait aussi des responsabilités, ça me donnait l'occasion d'apprendre des choses, ça me donnait des responsabilités, ça me permettait d'être dans des communautés extrêmement vitalisantes et sur des causes puissantes et qui sont liées aussi aujourd'hui avec des enjeux de société et du monde qui sont centraux. Comme la migration et l'immigration, c'est des sujets très centraux, que ce soit pour, de plus en plus, pour les futures élections ou notre monde, avec le réchauffement climatique. C'est clair. Et ok, mais tu parlais du bénévolat, là. J'avais une question à te poser, là. On a déjà parlé au téléphone avant de faire ça. Donc le sens du bénévolat, tu as commencé à en parler un peu, là. Mais qu'est-ce que ça apporte en fait? Comment tu peux le développer ça, le bénévolat? Je ne sais plus trop comment je pourrais te poser cette question. Mais... Oui, le bénévolat, j'ai envie de te dire déjà, avant de commencer, c'est que moi ça part de loin le bénévolat. C'est pas du tout dans mon ADN. C'est-à-dire que j'ai plutôt une culture un peu, de par ma famille, plutôt capitalistique, où le temps c'est de l'argent. Donc autant que tu dédies ton temps à gagner de l'argent que donner de ton temps gratuitement. Déjà, je pars de loin par rapport au bénévolat. Et ça a fait sens en fait parce que c'est venu rejoindre aussi une pensée sociale que j'ai commencé à développer
on va dire, ces dernières années autour de la justice sociale, mais aussi inscrit dans la pensée sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église qu'on appelle. Ça s'appelle doctrine sociale. La doctrine sociale de l'Église. Et donc, voilà, Ouais. aujourd'hui, être chrétien, par exemple, on n'associe pas forcément un chrétien à un chrétien de droite ou un chrétien de gauche, il y a des chrétiens de tous bords. Mais moi, en tout cas, dans la façon dont j'inscris mon action dans le monde, c'est à travers aussi une action en faveur de la justice sociale. Ouais. Et donc, donner du temps de bénévolat pour les plus démunis, pour des pauvres. C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN pour moi d'un chrétien. Et comme je me suis converti à l'âge adulte au christianisme et que j'ai reçu le baptême en 2020, donc l'année de ma 2020, il s'est passé plein de trucs. L'année de ma reconversion et de ma conversion spirituelle, ça a été un moment, une imbrication on va dire deux dimensions qui sont importantes, c'est-à-dire le professionnel, le spirituel, qui s'imbriquent et qui à un moment crée un espace pour dire change ta vie. C'est maintenant. Et ce que tu ne faisais pas avant, tu vas changer tes habitudes. Tu commences de zéro, tu n'as jamais fait de bénévolat. Peut-être que dans ton entourage, peu de personnes donnent du temps, mais moi j'ai senti un appel. Et c'est à partir de cet appel, c'est-à-dire une écoute intérieure, lorsque je suis rentré dans ce lieu, la Maison Magis, dans le tiers-lieu, à Paris, dans cet espace de coworking, et que j'ai vu qu'il y avait une association au service des réfugiés, ça a fait boum à l'intérieur. Et je me suis dit, ok. Et tu l'as entendu. C'est là que je dois aller. Et je crois et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure de l'IA, par exemple, on écoute beaucoup les algorithmes, mais c'est très complémentaire. C'est-à-dire que moi, j'écoute beaucoup mon intuition. J'écoute le monde, j'écoute la raison des autres, j'écoute ma raison. Et en même temps, je sens parfois dans mon corps quelque chose qui me dit vas-y. Et on est beaucoup à chercher ça. Juste la petite flamme. Et cette flamme, en fait, elle s'est allumée en septembre 2021, quand j'ai rencontré l'association GIRES. Elle s'est allumée en mars 2021, quand j'ai rencontré OEC. Il y a cette flamme de l'accompagnement qui s'est allumée à ce moment-là, et qui m'a vraiment permis avec toute l'incertitude, de prendre une autre voie. Et qui est une voie aujourd'hui, qui est une voie de l'aide à l'autre, une relation à l'autre épanouissante. Et ça n'a rien à voir avec bien vivre sa vie. Parce que bien vivre sa vie, c'est une dimension économique. Qu'est-ce que tu veux dire bien vivre sa vie ? Ça veut dire vivre de son activité de l'accompagnement. Ah oui, ok, d'accord. En fait, accompagner les gens, bénévolement ou professionnellement, et bien vivre de l'accompagnement, ce sont deux choses très différentes. Toi, tu les vois comme ça, tu vois comme deux choses oui, on peut faire de l'accompagnement bénévolement, on peut faire de l'accompagnement on peut faire l'un ou l'autre. Hobby. Voilà, on peut faire, pas le choix. Et on peut faire les deux. Et on peut même se décider de bien vivre de l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des métiers de l'accompagnement, ou du social, des travailleurs sociaux, comme des métiers peu rémunérés, où il y a beaucoup de coachs qui ont du mal à vivre de l'accompagnement, du coaching. Et je pense que c'est des croyances limitantes. Et voilà, c'est à nous de changer certaines choses si on a envie de... Ouais, et d'ouvrir des portes un peu... croire en son intuition, comme tu dis, et ouvrir des portes qui vont ouvrir d'autres portes. Parce que toi, tu as eu des intuitions très fortes, des révélations. Et après, tu es allé dans les portes de Wake ou d'autres personnes que tu as rencontrées qui t'ont permis aussi d'ouvrir à plein de nouvelles rencontres, plein de nouvelles idées. Continuer à s'ouvrir. Continuer à s'ouvrir. Oui, parce que au final, lorsqu'on découvre le milieu associatif... C'est pas juste parce qu'on parle d'un business, souvent on dit on trouve sa niche et puis après on la creuse. Voilà. Et là, il y a un côté un peu... tu ouvres plusieurs choses et tu les suis avec intuition en fait. Oui, et ça nous empêche... Le piège dans lequel on peut tomber quand on est dans l'accompagnement et notamment en tant que coach, c'est vouloir se disperser parce qu'on a énormément d'outils
à notre disposition, une boîte à outils très importante. Ouais. Et on a envie d'aider beaucoup de gens. Parce qu'avec tous nos outils, on pourrait aider beaucoup de personnes. Oui. Et finalement, Même des proches. des proches, des amis, moi, mon épouse, et puis parfois des gens qu'on rencontre, qu'on nous recommande, des jeunes qui sont perdus dans l'orientation. Moi, j'ai de temps en temps et de plus en plus des gens qui me sont amenés et on me demande si je peux les accompagner. Et parfois, je leur dis, bon, j'ai pas le temps. Et d'autres, je me dis, bon, ben, dans le temps qui me reste, je sens, j'ai l'élan. Et parfois, j'offre du temps bénévolement à certains jeunes que j'accompagne. Et d'autres, sur ma future offre de formation, forcément, c'est une offre professionnelle. Donc là, c'est une offre d'accompagnement pour des cadres en transition qui veulent quitter le salariat. Donc là, c'est payant. Voilà, il y a des... Ça, c'est quelque chose que tu es en train de monter. Je suis en train de monter, exactement. Et, mais pour revenir au bénévolat... Dis-moi le bénévolat, parce qu'on parlait du bénévolat. Ouais. Et je te coupe, désolé, mais tu me disais que le bénévolat, il y a quelque chose à dire sur le bénévolat. Oui, alors c'est quelque chose qui n'est pas très pratiqué. Exactement, parce que en fait, le bénévolat... je fais partie d'un collectif qui s'appelle Coalta Formation en tant que formateur professionnel. Et c'est un collectif qui est à la fois une association et un organisme de formation qui ont beaucoup étudié le secteur du bénévolat et le secteur associatif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 3/4 des bénévoles sont des personnes de plus de 60 ans. Et donc, si on ne côtoie pas ces personnes-là, peut-être qu'on entend rarement parler de bénévolat. Et il y a des causes qui sont très différentes en termes de bénévolat pour les jeunes et des causes qui sont très différentes qui touchent plus les personnes âgées. Et dans le bénévolat, je trouve qu'il y a des choses dont on ne parle pas du tout. C'est à quel point on apprend des choses dans le bénévolat. C'est-à-dire que c'est pas que du temps qu'on donne, mais c'est les responsabilités parfois qu'on nous donne. C'est le sentiment d'être utile, le sentiment de mettre au service ses talents. Moi, j'ai mis mes talents d'expert d'orientation au service de l'association. J'ai mis mes talents d'animation d'une équipe de bénévoles au service d'une association en tant qu'ancien manager et directeur. Et je trouve que ça permet d'ouvrir des champs, parfois, qu'on ne mesure pas, et notamment des rencontres. Moi, par exemple, dans le cadre de l'association avec les personnes migrantes, j'ai jamais rencontré autant de nationalités. J'ai jamais... ça m'a fait déplacer aussi, comprendre les us et coutumes de ces pays, et même se dire, changer mes préjugés sur certaines cultures. Et ça déplace. Ça déplace. Et je trouve que par rapport à mon engagement auprès des personnes exilées qui sont en marge de la société, parfois, au début en tout cas quand elles arrivent, c'est qu'elles galèrent tellement qu'elles viennent nous toucher. Et moi, elles sont venues me toucher, me surprendre. Qu'est-ce qui galère? J'ai pas compris. C'est-à-dire que les personnes exilées, les personnes galèrent. quand elles arrivent dans le parcours d'exil et d'accueil, les premières années, les 2 premières années sont assez difficiles. Parfois, ils n'ont pas de logement, parfois, ils dorment dans la rue. Et donc, il y a un problème d'hébergement, il y a un problème d'intégration par la langue. Et moi, je suis très surpris lorsque je les côtoie à travers différentes associations. Et ce que je remarque, c'est la grande résilience. Et en fait, ils sont obligés, à un moment, d'être dans la joie pour pouvoir survivre. Parce qu'ils s'effondrent sinon. Et en fait, on le ressent. C'est qu'à un moment, on est obligé de se battre pour vivre, pour survivre. Et on peut choisir de soit s'effondrer, ou soit d'être en vérité, dire moi ça ne va pas en ce moment, ou j'essaie de me battre. Et moi, ça m'a surpris de rencontrer des personnes exilées qui sont parfois profondément joyeuses et qui savent profiter du moment présent et qui savent faire la fête. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, moi qui ai une situation confortable, comment ça se fait que je me laisse déplacer Pourtant, je suis quelqu'un de très, très joyeux et enthousiaste, et je me laisse surprendre par la joie de ces personnes
qui galèrent dans la vie et qui se battent et qui font la fête, qui nous apprennent, parfois sont tellement touchés, fracassés par la vie que ils nous apprennent à être en vérité, avec une grande authenticité. Ouais. Et moi, ça me touche en fait et je ne sais pas si c'est le cas de toutes les personnes qui sont en marge de la société. C'est peut-être que lorsqu'on est en marge, on est encore plus authentique. Parce qu'on a été dépouillé un peu de ce qui fait nos mondanités, et donc on arrive à une sorte d'essence. Et du coup, une vérité du cœur qui est beaucoup plus palpable. Et ça me touche beaucoup. Ouais, c'est des choses que tu as pu voir plusieurs fois chez plusieurs personnes. Tu ferais une généralité de ça ou c'est... Je l'ai vu chez beaucoup de personnes. J'ai accompagné par exemple... En tout cas, la vérité, je peux imaginer. Oui, j'ai accompagné des Afghans à devenir boulangers, des copains qui étaient avocats colombiens à redevenir juristes en France. Et à chaque fois, dans mes accompagnements, ils étaient obligés de se livrer pour qu'à un moment, j'arrive à mieux les connaître, pour mieux les accompagner. Ouais. Et j'ai toujours été surpris par ce langage de vérité. Mais encore plus lorsque ce sont des personnes vulnérables. Ouais. Y a quelque chose... j'ai été un jour dans un lieu qui s'appelle Le Gué, qui est un lieu d'accompagnement des personnes qui veulent se ressourcer après une grosse période d'addiction liée à l'alcool, à la drogue. Et j'ai remarqué aussi ce même type de comportement, sur que très rapidement, on rentre en lien de façon très authentique avec ces personnes-là. Des personnes qui ont été un peu frappées par la dureté de la vie. Ça me touche beaucoup. Parce que, en fait, ça me touche dans cet amour de la vérité. Ouais, l'authenticité. L'authenticité. De la relation que tu vas établir toi aussi, personnellement, avec ces personnes. Et du coup, ça me rend plus authentique. Et ça me rend plus authentique dans ma relation avec les autres et dans mon accompagnement. Et c'est ce que Et là, tu apprends des choses. En fait, on parlait du bénévolat, c'est pas juste donner ton temps, on apprend au contact avec ces personnes qui sont un peu en marge ou en difficulté. On apprend. Et est-ce que c'est peut-être pas ça qui est un frein au bénévolat? Parce qu'au fond, on peut se dire j'ai pas le temps. Des petites excuses comme ça, mais en fait dans le fond c'est ce rapport un peu brut, quoi, un peu peut-être authentique, qui peut faire peur. Oui. Est-ce que ça ne serait pas un frein Ah, ça je sais pas. Il y a la peur de l'autre, ça on peut en parler, de la peur de l'autre. Accueillir des gens chez soi, oui, la peur déjà c'est une vibration qui est très basse, et donc ça ne nous amène pas beaucoup d'ouverture. Je crois qu'il y a des freins, évidemment. La peur de l'étranger, la peur de l'inconnu, ça me paraît évident aujourd'hui. Et mais ce frein, je dirais que c'est une vérité un peu. Oui, les masques, les masques, et puis se protéger. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une compétence qui est vraiment nécessaire pour les personnes qui veulent être dans l'accompagnement et qui sont souvent empathiques et qui ont beaucoup de compassion. C'est comment apprendre à poser leurs limites et comment apprendre à dire non. Et ça pourrait venir compenser ce frein qu'ils ont d'être trop empathiques, de ne pas savoir comment gérer une situation où on se laisse embarquer, déposséder. Ok, je vois le chemin que tu as fait. Je t'ai dit que ça pouvait être un frein, et tu dis c'est peut-être le fait d'être trop empathique qui sera un frein. Okay. C'est parce que si on veut s'engager dans l'accompagnement, c'est qu'on aime les gens. Ou si on veut s'engager dans une cause sociale, c'est qu'on a du cœur. Et forcément, c'est lié à la compassion, l'empathie. Et moi, pour avoir accompagné près de 1200 personnes par an, et notamment sur une formation... 1200 personnes par an? Oui. Indirectement? À travers mes formations collectives. Oui, à travers la formation, collectives, pas individuellement. Oui, d'accord. L'ensemble des formations. C'est intéressant. Et je constate, notamment sur du bénévolat et du monde associatif, l'une des formations qui
qui est la plus demandée, c'est savoir dire non pour dire de vrais oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes salariées, bénévoles, qui ont vraiment du mal à poser leurs limites et qui ne savent pas faire. Et pour te raconter une anecdote drôle, c'est que je me suis marié en fin mai 2025 et la première formation professionnelle que j'ai donnée, c'était une semaine après mon mariage et c'était après avoir dit un grand oui pour le mariage, j'ai appris les gens à dire un vrai non. Mais derrière le vrai non, il y a un vrai oui. C'est-à-dire que moi, si je te dis non parce que j'ai pas le temps, c'est parce que faut que je consacre mon temps pour des choses plus importantes. Si je te dis non à l'accompagnement, c'est qu'à un moment, j'ai un rendez-vous peut-être médical. Donc, c'est pour ma santé que je dis oui. Ou c'est pour ma sécurité financière. Je te dis non, je ne peux pas te donner 5 € lorsque des personnes dans le métro parisien nous demandent de l'argent. Parfois, je donne, parfois, je ne donne pas. Et derrière, je sais pourquoi je ne donne pas, parce que là, c'est difficile. Ou je garde ma sécurité. Ou là, je me protège. Donc, à chaque fois, je m'interroge sur pourquoi je dis oui quand je dis non. Et ça me donne de la force de dire non. Et je crois que il faut vraiment que dans le secteur associatif, plus de gens puissent bénéficier de cette compétence, la développer, pour qu'il y ait plus d'engagement. Du coup, moins de freins. Intéressant. Transformer un non en un oui. Oui. Ça doit les aider, j'imagine, de comprendre. Oui, après, ça. Bon, après, tu ne changes pas du tout au tout, je pense, mais ça peut peut-être les aider à comprendre, à dire, sur le moment, en tout cas, à dire non. Je ne peux pas parce que j'ai dû quelque part. Oui, c'est de la pratique. Je mets mon énergie sur autre chose. C'est de la pratique, mais ça change au-delà de l'engagement bénévole où tu apprends à dire non à un bénéficiaire. Qui est en difficulté ou qui te demande trop ou qui te demande au-delà de ce que tu peux faire. Lorsqu'on arrive à faire ça, ça change aussi la vie personnelle. Je me rends compte que voilà, il y a des personnes qui me disent voilà, j'ai réussi à dire non, du coup je rentre chez moi, je peux dire non à mon mari pour ça, alors que je me laissais embarquer dans des choses où je dis non à. Mais forcément, s'ils sont comme ça, ils doivent être, la difficulté à dire non, ils doivent l'avoir aussi en famille, au travail. Oui, oui, forcément. Donc ça peut changer, ça peut vraiment changer les choses dans le quotidien et dans nos relations, pour qu'elles soient à la fois plus fluides, plus vraies et qui nous permettent de mieux nous respecter finalement. Parce que lorsqu'on s'engage, c'est qu'on a envie d'aider les autres, mais il y a des moments où on s'oublie soi-même et qu'on ne se respecte plus. Donc aujourd'hui dans le monde, je trouve que, et les jeunes ils les comprennent bien, c'est qu'à un moment ils se disent bon ben moi je respecte mon temps, je ne vais pas travailler comme mes parents 70 heures, donc l'équilibre pro-perso c'est important, je me respecte. Et je crois pour ça ils y arrivent plus facilement que. Je crois qu'ils nous apprennent beaucoup sur ça, sur comment se respecter. Et juste un petit mot sur l'altérité. On en a un peu parlé là, l'autre, la rencontre de l'autre. Donc à quel point ça peut faire changer des choses en nous. Donc ça peut apprendre des choses, tu as dit. Il y a d'autres choses que ça peut apporter ou modifier ou nous transformer. L'autre. Je parle pas besoin de faire des généralités, tu peux parler de toi. Ouais, l'autre, ben moi, c'est les rencontres m'ont toujours beaucoup nourri, parce que je suis quelqu'un qui est curieux, qui aime s'ouvrir à de nouvelles choses, découvrir nouveaux pays, nouvelles cultures, m'intéresser à d'autres religions. Et l'autre, moi, je veux parler par exemple de ce que je connais pas. Enfin, je veux parler de ce que je connais et que ce que je connaissais pas. C'est le fait de découvrir, pour moi, par exemple, la culture afghane et comment s'organise un mariage en Afghanistan et voir aussi comment en France on organise un mariage.
ça m'a fait comprendre qu'on était très différents et qu'on avait besoin de beaucoup communiquer. Parce qu'en Afghanistan, moi j'avais discuté avec un copain, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas invité à ton mariage ?» Parce qu'en Afghanistan, on invite tout le village. Et en France, on n'invite pas toute notre commune. C'est pas possible. Et je lui dis, mais tu sais, voilà, on invite nos familles, nos amis proches. Et puis on peut, si on élargit. Donc il y a une question de apprendre et mieux comprendre l'autre à travers ses us et coutumes. Donc ça je me dis, je pars de mon référentiel. Et puis mes connaissances s'élargissent. Et puis, donc ça m'ouvre. Ouais. Et je me souviens, et on va revenir à l'amour, par rapport à cette question de l'altérité. L'altérité peut même se passer, même pas forcément avec l'étranger, mais avec des propres personnes de sa famille. Moi, je me souviens un jour, à l'âge de 17 ans, je découvre que j'ai une famille qui habite à Bangkok. Je ne savais pas du tout. Mon père me dit « Ah, mais j'ai un cousin, il habite à Bangkok. » Je fais « Mais comment ça se fait que tu ne l'as jamais dit ?» Donc, des Thaïlandais d'origine chinoise, mais vraiment autres. Donc, pareil, une immigration. Voilà, immigration, mais la Thaïlande, c'est pas du tout la même culture que la culture française. Donc, je découvre une toute autre culture, pourtant des gens de ma famille. Du coup, tu les contactes. Et du coup, on va les voir. Okay. On va à Bangkok, la banlieue de Bangkok, on va les voir. Et à ce moment-là, je rencontre l'autre, qui est totalement différent de moi, mais qui m'aime déjà, parce que je fais partie de la famille. Et là, je me dis, c'est étrange comme sentiment. Et j'ai senti que le fait d'être aimé rapidement pour ce que tu es, peut-être pour ton statut ou familial, ta place que tu as dans la famille, ça m'avait ouvert un espace intérieur et ça m'a ouvert l'esprit. En fait, je crois que l'altérité, dans mon expérience personnelle, parfois ça m'ouvre le cœur et à partir de l'espace du cœur, ça m'ouvre mon esprit et du coup, je deviens quelqu'un de beaucoup plus ouvert. C'est parce que ça me rejoint à un certain niveau du cœur. Et donc l'altérité, pour moi c'est intéressant, ça peut être superficiel la rencontre parce que parfois voilà, on va à des fêtes, on n'a pas toujours des conversations profondes avec les gens. Mais lorsque c'est profond, lorsque ça me déplace, je sens que ça m'ouvre l'esprit. Je deviens plus tolérant aussi. C'est super intéressant. Plus tolérant, plus ouvert, plus grande ouverture du cœur. Du coup, j'aime plus les gens. Et donc mon monde en fait s'ouvre. C'est-à-dire qu'à partir de l'altérité, mon esprit s'ouvre et je suis beaucoup moins replié sur moi-même. C'est-à-dire qu'à partir de chez moi, j'ai l'impression qu'il y a un monde dans ma tête. Et ça passe du cœur avant de passer par l'esprit. C'est pas juste via une analyse. Non, ça touche directement le cœur avant d'ouvrir l'esprit. Tu l'as fait dans cet ordre-là. Oui, parce que ça pourrait être aussi. J'observe des gens, des cultures, des différences, et je comprends que dans ces différences, on est tous quelque part, on est tous humains, on est tous une humanité. Ça pourrait partir un peu d'un quelque chose d'un peu intellectuel, disons, dans l'esprit, pour après ouvrir le cœur. Toi, tu l'as mis dans l'autre sens. Oui, en fait, on dit souvent que le chemin le plus long, c'est le chemin de la tête au cœur. Mais je pense que c'est un point de vue occidental, parce qu'on est on a des esprits assez cartésiens, donc on intellectualise beaucoup. Et donc ça reste longtemps là-haut. Ça reste là-haut et on est obligé de passer, de faire passer un peu l'ego, le mental, pour faire descendre au niveau du cœur. Mais dans un esprit asiatique, pour moi en tant qu'asiatique, le langage, en fait, il y a un langage du cœur où on intellectualise. Et je pense que en rencontrant beaucoup d'Africains, je suis aussi frappé par leur spontanéité, le côté assez instinctif, qui fait que on vibre au niveau du corps et on vibre au niveau du cœur, et peut-être on intellectualise un peu après. Moi, j'ai les deux cultures, c'est-à-dire que j'intellectualise, donc j'ai un souhait de comprendre, parce que j'ai une motivation cognitive forte, et en même temps j'ai une motivation sociale,
où j'ai envie d'aider. Et je dirais qu'une des pratiques qui m'a aidé à ouvrir mon cœur, c'est la méditation de la pleine conscience qui m'a permis d'accéder à cette ouverture du cœur. Et donc aujourd'hui, c'est comme si l'autoroute, elle était ouverte. Ouais, d'accord. Donc j'avais débouché, j'ai débouché le canal. Ok. Et je ne sais pas si c'est débouché à vie, mais c'est bien ouvert. Ouais. Et donc maintenant, dès que je vis une situation, C'est super réceptif en fait. en fait j'essaie d'être dans une écoute de moi. Ouais. En fait, on appelle ça l'écoute de soi, l'écoute du soi. Donc juste, l'écoute, c'est un terme qui vient dans la méditation. C'est plutôt dans l'écoute, c'est l'écoute active de Carl Rogers. Ok, d'accord. On parle d'écoute du soi. Ouais. Lorsqu'on est touché par une situation, comment ça résonne à l'intérieur. Donc j'essaie de m'écouter. Et donc forcément, je suis obligé d'ouvrir cet espace du cœur pour venir observer à quel endroit ça me touche au niveau du cœur. À quel endroit ça va vibrer. En fait. Et là, ça vibre. Là, voilà. Ça vibre ou pas, ou pas finalement. Donc la vibration, au final, c'est un mot qu'on n'a pas beaucoup entendu. Pour moi, c'est relié à la résonance du cœur. C'est comment ça émotion, résonne. Hein. Enfin, moi, je le vois, une vibration, c'est une émotion. Ouais. Comment ça résonne à l'intérieur de moi. Les vibrations d'amour sont très élevées. Par exemple, ça vibre très fort. La peur, l'angoisse, l'anxiété, pour moi, ça me paralyse. Ça me crée parfois de l'inertie. Et du coup, c'est vraiment un choix aujourd'hui, je dirais, d'être positif, de vouloir aller mieux. C'est vraiment un choix parce qu'on peut vraiment descendre dans une autre énergie parce qu'on n'est jamais tout le temps dans l'énergie d'amour. Et c'est mieux de ne pas être tout le temps dans l'énergie de la peur non plus. Parce que sinon, on se replie et puis on ne fait plus grand-chose. Et moi, j'ai vécu ça aussi lorsqu'on est au chômage, par exemple. Ou lorsqu'on vit des épreuves affectives, des séparations, on peut se replier assez vite et puis s'embarquer. On a parlé plein de choses là. J'essaie de voir comment on était arrivé à la méditation. C'était parce qu'on parlait de l'altérité. L'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Tu as quelque chose à ajouter sur ce qu'on vient de dire là? Je me souviens plus trop. On a évoqué le sens et l'utilité du bénévolat. Ça, on a bien parlé. Et je me dis que c'est une question que tu m'avais posée sur dans un monde actuel, comment on peut rester émerveillé. Ça c'est la question que je voulais te poser à la fin. Ok. Mais on peut en parler maintenant parce que là, c'est intéressant parce qu'on discutait hier avec Anna et est venue cette question parce qu'elle regardait beaucoup les journaux. Elle dit c'est le monde actuel avec cette droitisation en fait, cet autoritarisme, ces guerres et bref, on peut mettre ce qu'on veut derrière le monde actuel. Et comment on peut, dans le monde actuel, continuer à s'émerveiller du monde. Et je me suis dit, mais tiens, c'est une question qu'il faut que je pose. Oui. Voilà, je ne sais pas si tu as un avis sur ça. Elle avait du mal, moi j'avais du mal à lui répondre aussi. Mais voilà, je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu en pensais de cette question. Moi, je dirais que c'est la question la plus importante, l'une des questions les plus importantes aujourd'hui. Parce que y a à la fois, on voit tous les conflits qui nous paralysent, qui nous angoissent, l'éco-anxiété liée au réchauffement climatique, et aussi les crises économiques, sociales. Et j'ai longtemps réfléchi à cette question. Et pour moi, elle est longtemps dans le sens. Depuis ce matin Oui, depuis ce matin. Je me suis dit, mais. Je te l'ai envoyé hier soir, je me disais, j'aimerais te poser cette question. Oui, parce que je me suis dit, mais il faudrait que tout le monde ait cette réponse, que tout le monde se pose cette question. Comment rester émerveillé? Et je me rappelle un jour, un jour, j'ai fait une retraite de méditation en silence qui s'appelle Vipassana. Et on n'avait pas beaucoup de distractions dans notre... Le fameux silence. Ah oui, il m'en a parlé, Jérémy. Jérémy, il a sûrement le silence, fait ça. Non, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Mais je ne sais pas si c'est Sotia qui l'a fait. C'est Sotia. Ouais. Oui.
Un silence absolu pendant. Exactement. Tu n'as pas le droit de parler, de regarder les gens dans les yeux. Et Exactement. Pas d'écrire, pas d'écouter de la musique. Et j'ai vécu cette retraite en silence. C'est une retraite très radicale qui m'a transformé. Parce que j'ai appris à contempler. Et comme on ne pouvait pas aller très loin, j'ai juste contemplé la nature. Et j'ai passé je pense, des heures à observer les arbres. Les arbres. Et simplement. Je le touche depuis. Voilà, on est sur des troncs d'arbres ici au bois de Vincennes. Et j'ai pris du temps à apprendre à contempler. Juste sans faire. Juste dire ah ok, je suis là, je suis en vie. Et c'est beau déjà. Et je crois que moi, ce qui me cultive mon émerveillement, c'est cultiver la gratitude au quotidien. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois de me dire ah, j'ai un corps, j'ai des mains, qu'est-ce que font mes mains? À quoi mettent-elles dans une journée? Ce qui est intéressant, c'est que déjà tu poses cette question-là. Là, on est en train de penser à des guerres, etc. Tac, on revient à notre corps. On se remet, on regarde ses mains. Et, tu vois, moi, ça me permet de créer un podcast. Ça me permet de cuisiner pour mes amis. Ça me permet de faire du vélo. Ça me permet de porter peut-être un sac pour une vieille dame qui sort de Naturalia. Ça me permet de taper à l'ordi, écrire un futur livre. Ça me permet de monter un business. Ça me permet d'animer une formation. En fait, ça me permet de plein de choses. Et là, je me dis, waouh, je suis revenu à mon corps. Et en fait, je fais déjà plein de choses. Et je le remercie. Et simplement déjà me dire, ok, c'est la merde. Il y a plein de choses qui vont pas bien. Ça nous paralyse. Moi, j'ai choisi, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, c'est pas une recommandation. J'ai choisi depuis 9 ans de ne pas avoir de télé, par exemple. De prendre une distance avec l'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, on peut, selon les algorithmes, on peut être embarqué très vite dans un flux continu d'actualité assez angoissante. Donc ça peut être un choix de prendre une distance. Pourtant, je passe comme la majorité des gens, plus de 7 heures sur mon téléphone. Mais je fais le choix de ne pas être baigné dans une certaine actualité. C'est un choix. Et je crois qu'il faut avoir la volonté aussi de dire, ok, ça je choisis de ne pas recevoir cette violence. Je sais que ça existe. Je cultive autre chose. Je cultive la gratitude. Je la cultive au quotidien. Moi, par exemple, à la fin d'une journée, je me dis avec ma femme, on se fait une fois par semaine, partage-moi les 3 joies de ta semaine. Et c'est ce qu'on fait avec notre groupe, justement, des potes de Jérémy, où tous les mois, on a un groupe où on s'envoie des vocaux, où on partage notre joie du mois. Ok. Et ça a l'air rien. De vocal. C'est plus intéressant peut-être que juste écrit. Oui. Et ça, c'est quand même... C'est des petites choses, mais c'est des petits, on va dire, rituels dans un quotidien qui permettent de remettre de la vie. Parce que finalement, ce qui nous entoure, c'est un peu moins de vie. Les guerres, la biodiversité qui se dégrade, tout ça, c'est un peu moins de vie. C'est les relations. Ce sont des peurs, des peurs. Les gens qui ne vont pas vers l'autre, finalement, il y a moins de vie. Donc c'est comment remettre un peu plus de vie. Et je pense que passer du temps aussi dans la nature. Moi, je ne viens pas tout le temps au bois de Vincennes, mais ça me fait du bien de marcher. Mais il y a un truc, justement, je reviens à ma discussion avec Anna, parce qu'on parlait de choses un peu similaires. Et à un moment, on m'a dit, mais je pense que là, elle me disait, on a dépassé certaines limites, et quelque part, il faudrait agir. Il y a ce sentiment qu'il faudrait agir, qu'on ne peut pas agir, et donc un sentiment d'impuissance, à part continuer à consommer des choses anxiogènes. Et là, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles où on ne sait pas quoi faire, quoi. On est presque impuissant. Et la souffrance, je pense qu'elle vient aussi de là, de ne pas pouvoir. On sait que il faudrait agir, on pourrait dire non, tu pourrais aller marcher. Oui, mais non, mais il faudrait agir sur ce truc-là, il faudrait traiter ce problème-là. Et on ne peut pas.
j'ai pas de solution, mais je pense que la douleur, elle vient de là. Oui. C'est comme quand il y a oui. une douleur dans la vie, on n'arrive pas à s'en détacher, à y penser. Mais le même niveau tout le monde n'a pas le même niveau de souffrance. Ouais, peut-être pas, ouais. C'est-à-dire que ceux qui souffrent, c'est qu'ils ont conscience qu'il y a une urgence. Ouais. Donc ils souffrent de ne pas pouvoir agir. Ouais. Et lorsqu'on, dans la philosophie par exemple taoïste, d'où je viens, il existe ce concept de l'agir et du non-agir. Ouais, c'est marrant, j'ai pensé tout à l'heure. Et c'est pas tout le temps dans l'action. L'action n'est pas tout le temps favorable. Ouais. Et parfois, elle nous fait avancer, et parfois, elle nous épuise. Donc, il faut savoir à quel moment agir pour que ça soit favorable. Et je pense que... Et changer de mode, en fait. Il y a un mode d'agir et un mode non agir. Oui, oui. Là, il faut que je quitte ce mode-là d'agir, parce que faut aller dans cette autre et peut-être dimension. Parfois, il faut juste que j'accueille, je regarde, je prenne le temps, le recul pour voir où je peux agir le plus favorablement. Et accueillir le fait que... Passer dans le non agir pour réfléchir à dire comment agir le plus favorablement. C'est ça. Exactement. En fait, ça s'appelle prendre du recul. Oui, d'accord. Oui. Mais, taoïste, mais dans nos sociétés, même dans nos politiques, les politiques aujourd'hui sont élus parce qu'ils nous apportent un certain changement. Mais personne va mettre comme promesse je fais rien. Ouais. Donc en fait, c'est le changement. Mais le changement... Toujours par l'action. Oui, il passe par l'action, mais ils doivent passer aussi par un moment d'observation, et je dirais même de silence intérieur. Dernièrement, en fait, je suis allé prier. Je prie une fois tous les mois, et je passe une nuit dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour ce qu'on appelle une nuit d'adoration. Et je me lève 1 heure, je vais prier. Et en fait, il y a une phrase comme ça qui m'a traversé pendant la prière, parce que souvent les prières sont inspirantes. Après, pour ceux qui sont croyants, c'est Dieu t'inspire, ou l'univers t'a dit quelques mots. Et moi, j'ai une phrase qui m'est venue, c'est que le monde souffre par le silence des pacifistes et par le manque de silence intérieur. Non, par le manque d'action des pacifistes et par le manque de silence intérieur des activistes. C'est-à-dire qu'il y a des... On s'agite, mais parfois, en fait, on voudrait juste écouter, dire mais en fait, est-ce que je suis en train de bien agir ? Et parfois, on est des pacifistes, mais on ne fait pas cette chose. Donc, je pense qu'il y a les deux. Il faut juste dire, s'interroger, se dire dans quel moment de ma vie je suis ? Est-ce que là... je mets toute mon énergie pour la planète, ou déjà je dois construire les fondations de ma vie pour... Donc écouter son appel intérieur et en même temps construire pour que l'action soit dans la durée. C'est... voilà, je lis pas mal de choses sur la stratégie chinoise aujourd'hui, donc c'est un peu... C'est en lien avec ce que tu dis. Ouais, c'est un peu... Peut-être à contre-courant de... Et je crois que de ce qu'on dit aujourd'hui beaucoup dans le monde occidental, mais je crois beaucoup qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent à la sagesse, des sagesses d'Orient, et parce qu'elle nous enseigne l'arrêt, la contemplation et le silence. Et qu'en fait, on a beaucoup plus besoin d'intériorité avant d'agir. On sait qu'on devra agir pour changer les choses, mais il faut agir, il faut savoir dans quel endroit on veut agir. Est-ce que la situation, c'est le bon moment dans ma vie ? Est-ce que, là où j'ai de l'impact, tout le monde pourrait faire tout, mais il faut discerner sur là où... Tu dis en général, pas forcément par rapport à la question que je te posais, mais par rapport à ce que tu dis là. C'est en général par rapport aux gens, ou par rapport à la question que je te posais sur comment s'émerveiller du monde ? Non, je dirais plus comment, par rapport à ta question, il y a de la souffrance, je suis impuissant face à l'action. Ok, d'accord. Et je crois que parfois, il faut juste accueillir qu'on est impuissant. Et c'est déjà beaucoup d'accueillir cette émotion. À nos émotions. Oui. Et donc, c'est dire que c'est chouette, tu as raison. Oui. C'est difficile en fait d'accueillir des émotions. Parce que quand on refuse quelque chose, on peut
de base, c'est difficile de l'accepter comme ça en une seconde. Je refuse cette injustice, mais je ne vais pas l'accepter. Voilà. C'est plus subtil que ça, parce qu'il faut accepter peut-être l'émotion, et sans forcément accepter la chose. Mais... Oui, ah oui, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est pas du tout pareil. Bon, écoute, c'était la dernière question que je voulais te poser, mais après, on peut continuer à parler. C'est beaucoup de sagesse, c'est très intéressant. Ouais. Pendant que tu parlais, il m'est venu d'autres idées, d'autres questions, mais bon, je les ai laissées filer. Alors, je ne sais pas quel nom on pourra donner à cet épisode. On va réfléchir. Oui. Ouais, parce qu'on a parlé de plein de choses. On pourra demander à Nina. Ouais, on demandera à Nina. Mais merci beaucoup pour cet échange. On a fait un peu plus d'une heure, 1 heure. Merci. 1 heure et quelques. C'est passé très vite. Très, très intéressant et à bientôt. Merci Alexis de m'avoir reçu de notre échange. Ouais, merci.